coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 4 octobre, il est 10h. Je suis encore un petit peu à l'arrache parce que j'ai fait mon make-up, je vais pas tarder à me coiffer pour attaquer ma journée. J'ai énormément de travail aujourd'hui. Il faut que je prépare un colis, il faut que je m'occupe d'expédier des lettres Patreon. J'ai du montage et encore une vidéo à tourner avant de partir puisque demain matin à l'aube, je prends le train direction Paris pour une semaine d'interventions, d'événements, de rencontres, de trucs pour le boulot, mais aussi perso parce que j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable et le programme est très chargé. Et bien entendu, si j'allume la caméra aujourd'hui, c'est que j'ai l'intention de vous emmener avec moi dans ce périple parisien, donc j'espère que ça vous plaira. Demain, ça va être assez serré parce que je prends le train tôt, j'arrive vers midi et je dois être à 15h, 15h30 à mon premier événement, donc il faut que je trouve ma chambre d'hôtel, que je dépose mes affaires, que j'aille faire 2-3 courses avant. Bref, il va pas falloir chômer. Je pense que je vais être légèrement stressée. En tout cas, je suis très impatiente de voir ce que cette semaine me réserve. Et puis sinon, niveau lecture, pour vous dire un petit peu où j'en suis, j'emmène plusieurs livres, plusieurs choses, à commencer par Retenir l'hiver, qui est ma lecture que je viens tout juste d'entamer. J'ai filmé une vidéo hier dans laquelle je vous en parlais et j'en étais au 2e chapitre. Là, je crois que j'en suis au chapitre 4. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans le courant de ce vlog. J'emmène aussi en version audio À l'ombre de Winnicott, qui est le nouveau roman signé par le duo à qui on doit Alabama 1963. Et dernier titre à se glisser dans ma pile à lire pour le séjour, il s'agit de Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kellman, me semble-t-il. C'est publié aux éditions Actes Sud et c'est la très courte lecture commune pour notre book club sur Patreon. 96 pages, ça devrait se lire relativement rapidement, mais avec le programme qui m'attend, je ne jurerai de rien. Me connaissant, je miserais plutôt sur l'audio quand même. Même si je sais déjà d'avance que dans le train demain, je vais rattraper mon retard sur la saison 4 de Only Murders in the Building, puisque j'ai 2 épisodes en retard qui sont bien tranquillement installés sur mon ordinateur et qui n'attendent plus qu'un moment de libre et de détente pour être dévorés. D'ailleurs, si en dépit de tout le bien que vous avez entendu à propos de cette série, vous n'avez pas encore tenté l'expérience, je ne peux que vous enjoindre à le faire, parce que si vous aimez les true crime, l'univers du podcast, les personnages un peu atypiques, un peu boiteux, mais qui ensemble vont réussir à accomplir des choses, vont faire famille en quelque sorte, le tout avec une esthétique hyper léchée, des punchlines, de l'humour, de l'émotion, des rebondissements un peu abracadabrantesques qui offrent une petite touche de partie de Cluedo géante. Vous allez adorer Only Murders in the Building, c'est sûr. Faites-moi confiance, si vous avez un petit moment de libre, n'hésitez pas à lancer le premier épisode. Ça vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Si la façon de filmer, si la colorimétrie, si le jeu des acteurs et les dynamiques entre tous vous inspirent, si le générique vous parle, c'est sûr que ce sera banco, que vous allez accrocher tout du long et vous pelotonner dans votre plaid pour vous offrir des moments cosy de qualité. Et sur cette reco, je m'en vais débuter ma journée. Alors je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao! Et puisqu'on parle de choses cosy et réconfortantes, laissez-moi vous glisser quelques mots sur le sponsor de la vidéo du jour, qui n'est autre que l'extraordinaire et génialissime Ava & May. Vous connaissez mon amour pour ce créateur de parfums allemand qui propose une gamme toujours plus étendue et plus riche de produits qui vont des bougies aux diffuseurs de parfums, au savon pour les mains, aux brumes d'oreiller, aux parfums pour le corps, avec des produits de grande qualité qui sont vegan, cruelty free et fabriqués en Europe. La dernière fois, j'avais déjà eu l'occasion de vous glisser quelques mots sur toutes les bougies parfaites pour l'automne, à commencer par la délicieuse Cinnamon Roll, la craquante Toffee Crunch, la ronde et dépaysante Gaufre belge, ainsi que la délicieuse Pumpkin Pie, tellement délicieuse que je n'ai même plus d'emballage à vous présenter puisque je l'ai déjà terminée. Si vous êtes amateur et amatrice de fragrances plutôt sucrées, douces, sans être entêtantes, avec des effluves de vanille, de caramel, de noisettes grillées, de cannelle ou de noix de coco, bref, d'offrir à votre intérieur une ambiance presque pâtisserie, feu de bois, feu de cheminée ronflant, avec des plaids, avec un chat en train de ronronner sur vos genoux pendant que vous dégustez votre boisson chaude préférée, eh bien sachez que je vous les recommande toutes les yeux fermés, et si comme moi vous n'arrivez pas à faire votre choix parmi toutes ces possibilités, sachez que le set Sweet Temptation est fait pour vous puisqu'elles sont toutes à l'intérieur.
Tout ça me donne envie de claquer un énorme baiser sur la joue de ma grand-mère en souvenir de tous ces crumbles caramélisés et de toutes ces soirées crêpes qu'elle a pu m'organiser quand j'étais petite. Mode nostalgie garantie avec ces bougies. Par contre, si vous êtes plus ambiance voyage, soleil, pinède et que tout ce qui a trait à l'automne et à l'hiver vous déprime au plus haut point, alors déjà vous vous entendriez à merveille avec mon mari qui lui valide à 100% le diffuseur de parfum Santorini que je vous présentais la dernière fois et qui est en train d'absorber les dernières gouttes dans notre salon puisque c'est l'un des diffuseurs favoris de mon mari. Faut dire qu'avec ses notes de cèdre, de romarin et de fève tonka, on retrouve toute l'ambiance de nos randonnées chéries qui nous manquent tant, où le cagnard tape, où on marche sur les cailloux, où on entend le bruit des vagues dans le lointain, et qu'en dépit de mon âme d'amoureuse de l'automne, il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle il fait encore 24 degrés, donc on passe notre temps à ouvrir les fenêtres, à faire circuler l'air, et que l'ambiance jardin plus diffuseur Santorini, c'est le bonheur. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à utiliser le code promo Pradago qui va vous permettre de bénéficier de 50% de remise ainsi que d'une mini bougie offerte pour toute commande. Alors bel automne et encore merci à Ava & May pour leur confiance. Et maintenant, direction Paris. Je vous récupère lundi 7 octobre, il est pas loin de midi et j'ai pas du tout eu l'occasion de récupérer ma caméra avant ça parce que samedi quand je suis arrivée à Paris aux alentours de midi et des poussières, j'ai dû courir partout pour trouver mon hôtel, déposer mes affaires, me préparer, me rendre à différents endroits parce que j'avais quelques petites choses à faire et puis surtout il m'est arrivé une mésaventure pas banale. C'est que en me dirigeant vers le lieu de l'événement pour le lancement de la collection Waves que j'animais en partenariat avec les éditions Delcourt, je me suis en réalité plantée de librairie. Je me suis dirigée vers le Merle-Moqueur qui est une librairie qui se situe dans le 20e arrondissement, quasiment adossée au cimetière du Père-Lachaise. Et en arrivant sur place, un peu échevelée parce que je voulais vraiment être dans les temps, aider l'équipe à installer, etc. Quand je me suis présentée au libraire pour lui dire que je faisais partie de l'événement organisé par les éditions Delcourt, il m'a regardé avec de grands yeux en me disant mais il n'y a pas du tout ce genre de choses prévues ici aujourd'hui, on n'a même pas d'espace privatisé donc vous avez dû vous tromper d'endroit. Là j'ai commencé à paniquer, j'ai fureté dans tous mes mails et j'avais pas de traces écrites. J'ai dû appeler Solène, une ancienne collègue et attachée de presse du groupe, pour lui demander quelle était la véritable adresse. Et il se trouve que ce n'était pas du tout le Merle-Moqueur dans le 20e, mais bien la Mouette Rieuse dans le Marais. Donc j'avais bien retenu une histoire de volatile qui faisait travailler ses zygomatiques, mais c'était pas du tout le bon, donc pas du tout le bon quartier. Il était donc 15h30, l'événement commençait à 16h. J'étais dans le 20e, il fallait que je me dirige vers le métro Saint-Paul. L'application m'annonçait 43 minutes de trajet, ce qui fait que j'aurais eu plus d'un quart d'heure de retard, ce qui était juste impensable. J'ai donc commandé un Uber pour rejoindre la Mouette Rieuse. Et autant vous dire que pour une personne anxieuse qui déteste être en retard, c'était un véritable cauchemar. Je suis arrivée en sueur, trempée, en faisant de la tachycardie à fond. Mais finalement, tout s'est bien passé. J'avais un petit peu d'avance. J'ai pu saluer tout le monde, toutes mes anciennes collègues. C'était très sympa de les retrouver. Et puis, gentiment, les invités sont arrivés. On a eu une partie présentation de la collection par Céline et Justine, qui sont les éditrices de Waves. Et ensuite, j'ai pris la main
main pour animer l'atelier d'écriture que j'avais créé spécialement pour l'occasion. Et j'étais assez contente parce que les réactions étaient enthousiastes et les groupes se sont vraiment pliés au jeu, prêtés à l'exercice et ont même accepté ensuite de lire leur création à tout le monde pour qu'on organise une forme de concours. Et c'était super drôle de voir ces fanfictions dans des univers très variés, même si Animal Crossing a eu un succès retentissant et fracassant qui a en plus été abordé sous différents prismes parce que je proposais sur le feuillet que j'avais créé pour l'occasion plusieurs façons d'exploiter et de mettre en scène le récit. Donc on a eu des modes d'emploi dans un univers magique, on a eu de la dark romance à Animal Crossing, on a eu une lettre dans un univers de piraterie, un mystère raconté du point de vue d'une machine à café toujours dans l'univers d'Animal Crossing. Donc c'était vraiment un excellent moment, on a beaucoup ri, c'était très chouette, tout le monde était content et en plus j'ai pu récupérer mon exemplaire de la version française de Fangirl en manga qui est sorti le 9 octobre, donc mercredi. Et c'est un livre qui me tient tout spécialement à cœur puisque vous le savez sans doute, mais en 2020 quand je bossais aux éditions Delcourt, c'est ma collègue Ludivine et moi qui avons signé ce titre pour l'intégrer au catalogue de la maison d'édition en tant qu'éditrice. On a travaillé sur ce premier tome qui est vraiment notre petit bébé puisque à l'origine vous avez peut-être vu cette couverture là sur toutes les éditions, que ce soit américaines, allemandes ou toutes les autres traductions qui ont été faites à travers le monde. Et l'édition française est toute spéciale et particulière puisque nous avons demandé, proposé et créé en partenariat avec Gabi Nam qui est donc l'illustratrice de la version manga une couverture exclusive. Elle avait pour consigne un brief de mettre en scène Kat qui est donc l'héroïne de Fangirl dans l'univers de Watford de Carry On qui est donc sa fanfiction inspirée de l'univers de Simon Snow qui est l'équivalent de notre Harry Potter national et l'idée c'était de la faire évoluer en costume de sorcière au milieu de ses personnages, au milieu de son univers, de son intrigue pour mêler à la fois le récit universitaire, le monde réel et la créativité, la fiction, parce que ce sont deux thématiques qui sont très prégnantes et très fortes dans l'univers de Fangirl, et avec une touche d'automne, puisque chaque volume du manga est consacré à une saison. Le premier tome, c'est donc l'automne, ça se voit avec les petites feuilles, et on voulait que ça puisse quand même se retrouver dans cette couverture exclusive qui sera disponible sur le premier tirage de chaque édition des 4 tomes qui seront publiés au fur et à mesure jusqu'à fin 2025. Donc après ce beau tea time, je suis allée manger un ramen avec mon amie Ludivine et ensuite on a passé ensemble la soirée dans ma chambre d'hôtel puisque le lendemain, donc hier dimanche, on avait une journée entière au parc Astérix. Je vous aurais peut-être glissé quelques images mais c'était compliqué parce que dans les manèges on ne peut pas filmer. On a fait aussi beaucoup de maisons hantées puisque c'était le premier week-end de réouverture du parc dans le cadre de leur programme d'Halloween qui s'appelle Peur sur le parc, et ils ont imaginé plein de spectacles et de visites de maisons hantées avec des acteurs, avec des ambiances très différentes. Vous avez l'ancienne Égypte, vous avez des fouilles au Caire, vous avez aussi Pompéi, enfin bon bref c'était super, et vous avez des degrés d'horreur différents donc en fonction des classes d'âge. Il y en avait 2 qui étaient déconseillées au moins de 16 ans et qui étaient effectivement très flippantes, mais je vous avoue que le tombeau des dieux qui était déconseillé au moins de 14 ans m'a mise dans le mal parce que moi qui n'aime pas trop les créatures aquatiques j'étais servie, mais c'était vraiment une super journée, on s'est régalé à 2 exceptions près. À commencer par peut-être ma plus grosse déception, puisque vous le savez peut-être, mais le parc Astérix a revu intégralement sa formule pour l'un de ses manèges emblématiques qui s'appelle le Tonnerre de Zeus, qui est un roller coaster intégralement en bois, un peu à l'ancienne, avec une pente initiale à 90 degrés qui décolle bien la pulpe, mais ça faisait partie de mes attractions favorites. Je pouvais le faire 5 fois dans la journée si la file d'attente me le permettait, parce que c'est un manège que je trouve très vivant, très dynamique. Et là, c'est ce que je vous expliquais, ils ont changé la formule, ça s'appelle maintenant Tonnerre de Zeus avec le chiffre, et on s'est rendu compte très rapidement qu'ils avaient changé les sièges, on n'avait plus de dossier, on n'était maintenu que par la taille, et ils ont également rajouté quelques petites choses sur le parcours, dont un tunnel à la fin. Et le vrai souci, c'est qu'avec ces nouveaux sièges, l'attraction est lancée à plus de 90 km/h tout du long, ce qui peut être très cool sur le papier, sauf qu'en réalité on est secoué comme des pruniers, c'était horrible. En fait au niveau des cervicales j'ai cru que j'allais décéder. La première fois c'était déjà tendu, je me tenais le cou en fait à la fin de l'attraction pour essayer de maintenir un peu ma tête dans l'axe et en place sans trop tirer sur toute la chaîne cervicale, lombaire et tout, parce que je sentais que c'était compliqué, et on l'a quand même refait quelques heures plus tard et là c'était horrible. Ma pote Ludivine, elle, c'était toutes les côtes qui la faisaient atrocement souffrir.
souffrir et la plupart des gens se plaignaient en sortant du manège qu'ils avaient mal au cou, qu'ils avaient mal à la nuque, qu'ils avaient mal à la tête ou au dos parce que le squelette est vraiment secoué comme des osselets dans un gobelet. Si vous avez la métaphore, vous voyez très bien ce que c'est. On n'en pouvait plus et je trouve ça dommage que les frissons engendrés par la frayeur de l'attraction, par l'adrénaline, soient remplacés par l'appréhension des douleurs physiques qu'on est en train de subir. Je n'aime pas subir un manège parce que j'ai mal dans mon corps, je suis là pour subir éventuellement un manège parce que j'ai peur, parce que ça me shoot aux endorphines et pas parce que je vais avoir besoin de 4 séances chez l'ostéopathe pour m'en mettre. Hormis ça, on s'est régalé, il n'y avait pas énormément de monde sur le parc, donc les files d'attente étaient très raisonnables, on a pu faire toutes les attractions qu'on voulait, plusieurs fois si on le souhaitait, et on a surtout fait le tour de toutes les maisons hantées, donc c'était génial, si ce n'est qu'on avait tellement de temps libre qu'on a testé des trucs que je n'avais personnellement jamais fait, dont la tour de Numéro Bis, qui est une attraction de chaises volantes qui tournent très haut, puisque vous avez une espèce de système de grue qui vous monte, et ensuite vous êtes lancé là-haut, les pieds dans le vide, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et là où je pensais que ce serait un moment un peu tranquille, où on allait pouvoir prendre une pause, s'asseoir, regarder le paysage tout en ayant le frisson d'être à je sais pas combien, 30 mètres de hauteur, cela s'est finalement révélé être une torture infinie, puisque je suis sujette au mal des transports de façon assez carabinée, et ce depuis que je suis toute petite. Ça s'est quand même beaucoup accentué depuis que je suis tombée enceinte et que j'ai eu ma fille, et malheureusement les chaises qui tournent, ça m'a donné envie de vomir dès que je suis montée dedans, à tel point que j'avais peur de vomir sur Ludivine pendant toute la durée de l'attraction, et quand on est revenu au sol, j'étais aussi blanche qu'un lavabo, et j'ai mis je pense 20, 25, 30 minutes à m'en remettre, à devoir mâcher un chewing-gum à la menthe histoire de faire refluer un peu les nausées, et puis ensuite un petit shot de sucre et c'était reparti. Mais vraiment je me suis fait un petit malaise qui a duré 20 minutes pour des chaises volantes, qui est censée être une attraction presque pour enfants. Il s'est avéré beaucoup plus compliqué pour moi que Goudurix où vous enchaînez les loopings et les vrilles, ça n'a pas de problème, mais vraiment ces chaises volantes, c'est niet. Voilà qui résume toutes mes aventures pendant ce week-end. Ce matin, j'ai pris le temps d'aller profiter d'un petit déjeuner à l'hôtel, de bosser pour Patreon sur mes readlist, watchlist et playlist du mois d'octobre. Et là, je me suis préparée. J'ai remis la même robe que celle que j'arborais pour l'atelier d'écriture Delcourt parce que je vais aller au cimetière du Père-Lachaise pour faire des photos pour un post autour de ce beau bébé qui est l'édition collector reliée en cuir avec un magnifique jaspage de Galante de V.I. Schwab que j'ai lu dans le cadre d'une collab avec les éditions Lumen. Et là, il faut que j'aille prendre des photos pour un post concours qui doit sortir d'ici la fin de la semaine. Donc je vais m'atteler à ça et puis je vous récupérerai plus tard, sans doute demain, puisque ce soir a lieu dans le parc des Buttes-Chaumont la soirée de remise du prix Audiolib 2024 et il faut que j'y sois en amont. Ça commence à 19h mais il faut que j'y sois vers 17h30 parce que je réalise l'interview. Je peux vous le dire puisque cette vidéo sera sortie après l'annonce officielle de Marie Vareille qui a remporté le prix 2024 ainsi que les 2 comédiens qui ont prêté leur voix à la version audio. Donc j'ai déjà préparé toutes mes questions, il faut juste que j'arrive à 17h30 pour installer mon matériel, choisir mon spot et puis ensuite filmer les questions-réponses avec ces 3 personnes concernées avant d'enchaîner avec la remise du prix. Donc je suis très contente, mais voilà, ça va me demander un peu de boulot, donc je pense pas avoir l'occasion de rallumer la caméra. Je vous récupérerai demain matin pour faire un petit bilan, un petit débrief, et d'ici là, je vous fais plein de bisous. À plus tard. Et coucou, nous nous retrouvons dans ma minuscule chambre d'hôtel. On est mardi 8 octobre, il est 10h30 et je suis gentiment en train de rassembler toutes mes affaires dans mes sacs puisqu'il faut que je libère la chambre à midi. Ensuite, je vais me diriger vers un petit café pour aller déjeuner et télétravailler avec mon amie Léa. J'ai pas mal de choses sur le feu, il faut que j'édite les photos que j'ai réalisées dans le cimetière du Père-Lachaise. Je suis plutôt contente du rendu, surtout pour mettre en valeur l'objet
livre. Je trouve que c'était vraiment l'ambiance et l'atmosphère qui s'y prêtait le mieux. Je suis assez contente de mon choix. Il faut ensuite que je vois comment j'arrange mon carrousel, que j'écrive mon post. Bref, j'ai plein de petites choses à penser. Je suis aussi en train de créer et d'imaginer un challenge exclusif autour d'Halloween pour les membres du Patreon. Donc tout ça est en train de gentiment prendre forme et j'aimerais aussi écrire quelques lettres pour les personnes qui ont rejoint le Patreon il n'y a pas très longtemps, tout en sachant que j'ai quand même pas mal de petites choses prévues encore cette semaine. Donc j'ai du télétravail avec mon amie Léa cet après-midi, demain je déjeune avec Chloé et à 14h est venu se greffer un rendez-vous qui n'était absolument pas prévu au studio Rosalie, puisque j'ai croisé Jean-Christophe qui est donc le responsable hier soir lors de la soirée de la remise du prix Audiolib. Jeudi dans la journée j'ai rien de particulier, j'aimerais bien me faire une séance de cinéma pour aller voir soit le Joker Folie à 2 soit le Robot Sauvage, donc 2 salles, 2 ambiances, j'ai pas encore vraiment décidé mais il faut quand même que je passe un petit peu de temps avec ma tante aussi, donc tout ça s'agence comme on peut. Jeudi soir je vais voir le dernier spectacle du cirque Leroux au Bon Marché avec mon amie Ludivine et vendredi matin à l'aube je reprends le train direction Toulon, donc autant vous dire que je vais pas avoir le temps de m'ennuyer. Et pour vous faire un petit retour sur la soirée d'hier, et ben c'était absolument parfait. J'y suis allée pour 17h30 alors que la sauterie commençait à 19h, puisque je devais interviewer Marie Vareille, Caroline Tillette et Renaud Bertin qui sont respectivement l'autrice et les 2 comédiens ayant prêté leur voix à La Dernière Allumette, qui est le roman qui a remporté le prix Audiolib 2024. Je suis très contente parce qu'il était clairement dans mon top 3 de la sélection. J'avais voté pour lui, pour Perspective et pour Les Yeux de Mona et je comprends totalement que le choix du public se soit porté sur celui-ci parce que je trouve que c'est une œuvre indispensable qui est très ancrée dans le contemporain, dans le réel, qui est très bien pensée, qui est maligne, qui est percutante, pleine de sensibilité, de nuances et de jeux de langage et d'indices disséminés dans la trame, à tel point que je peux vous avouer qu'après avoir lu le roman une première fois dans le cadre de mon activité de juré pour le prix de cette année, quand j'ai su que c'était ce roman qui avait remporté le prix et que de facto c'était ce trio que j'allais interviewer dans le cadre de ma collaboration avec Audiolib autour du prix, je n'ai pas pu m'empêcher de le réécouter une seconde fois et je trouve que cette deuxième écoute était encore plus riche et encore plus surprenante parce que ayant toutes les clés en main, j'ai pu apprécier le travail de dosage, de maîtrise, de construction des personnages et des prises en charge narratives imaginées et conçues par Marie Vareille et je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre et je me rends compte après ce laïus que je ne vous ai même pas livré quelques mots de résumé. Si vous ne connaissez pas La Dernière Allumette, c'est l'histoire de Gabriel et Abigail, un frère et une sœur ayant grandi dans un foyer dysfonctionnel puisque leur père était violent et battait leur mère. C'est la raison pour laquelle les deux se sont jurés de ne jamais avoir de famille, de ne pas se marier, de ne pas tomber amoureux pour éviter de reproduire le schéma et les traumas qu'ils ont vécu dans leur enfance. Et en dépit de ce choix commun, les deux frangins vont avoir une vie très différente puisque Abigail vit en recluse dans un monastère loin de tout, loin du monde et Gabriel à l'inverse est devenu un artiste, un illustrateur très reconnu qui évolue dans les sphères littéraires parisiennes mais qui reste quand même fondamentalement bouffi d'angoisse, de peur et de colère et Abigail va commencer à sérieusement paniquer quand elle va voir que Gabriel va faire la rencontre de Zoé, une jeune femme très solaire, pleine de vie et que les deux vont tomber tellement amoureux que la jeune femme perçoit que son frère pourrait être tenté de rompre sa promesse. Je trouve que c'est particulièrement délicat de chroniquer ce roman sans trop en dire, sans trop en dévoiler, sans dénaturer la surprise, les rebondissements et encore une fois cette construction déployée par l'autrice. Je me contenterai de vous dire que ce sont donc des thématiques autour de la violence conjugale, des atavismes, de la reproduction de certains schémas. C'est aussi une très belle histoire d'amour, à la fois fraternelle mais aussi romantique. Vraiment j'ai trouvé qu'il y avait tout ce qu'il fallait là où il fallait. Ça mêle une narration à la troisième personne, des extraits de journaux intimes et des entretiens dans un cabinet de psychiatrie, ce qui permet de donner une belle ampleur et une belle amplitude à ce très beau roman. Et si jamais ça vous intrigue d'en apprendre un petit peu plus sur les coulisses, sur l'enregistrement du livre audio, n'hésitez pas à me suivre d'ores et déjà sur Instagram puisque je suis en train de préparer 2 reels d'interview, un de Marie Vareille qui est donc l'autrice et l'autre consacré aux 2 comédiens qui ont prêté leur voix pour la version audio. C'était d'ailleurs 2 beaux moments avant la soirée
qui ensuite a été assez intense. On était plus de 200 sur un étage. Ils avaient privatisé le pavillon Pueblo qui est un endroit charmant niché dans le parc des Buttes-Chaumont. J'y avais été à l'occasion d'un cocktail de fin d'année avec les éditions Delcourt quand j'étais encore salariée là-bas et l'ambiance y est vraiment chaleureuse, il y a des petites loupiottes partout, une déco un peu vintage, c'est très sympa. Ils avaient installé un photobooth, j'ai pu croiser certaines membres du jury que j'avais eu l'occasion déjà de rencontrer lors d'une journée organisée sur Paris dans le cadre du prix. J'ai aussi passé un long moment de la soirée avec Audrey et Mathilde qui sont les cofondatrices de l'agence Demo, qui est l'agence qui me représente et qui m'accompagne au quotidien dans ma pratique professionnelle. C'était très chouette. Il y avait bien sûr Hermine de l'équipe Audiolib qui est, je pense, l'une des personnes les plus mignonnes, les plus douces et les plus solaires et les plus enjouées qu'il m'ait été donné de rencontrer de toute ma vie. Je sais pas comment elle fait pour être si abordable et toujours disponible et avenante. Hermine, c'est une crème, c'est une pâte. Donc voilà, la soirée était très chouette. J'ai fait plein de rencontres et comme je vous le disais, je suis arrivée donc à 17h30 pour les interviews et je suis repartie de être 23h10. Donc autant vous dire que j'étais épuisée. J'ai fait une visio avec mon mari qui voulait pas que je rentre à pied toute seule donc il me tenait compagnie via le téléphone. J'ai pris, je l'avoue, un McDo pour le manger dans ma chambre d'hôtel histoire de pas mourir de faim parce que j'ai pas pu toucher au buffet entre toutes les activités, tous les trucs. Et puis ensuite je me suis écroulée en regardant un épisode de Charmed que je n'ai même pas fini tellement mes yeux se croisaient. En tout cas c'était une très bonne soirée et là ce matin je suis donc en train de boucler mes valises avant d'aller télétravailler en écoutant mon livre audio du moment qui n'est autre que À l'ombre de Winnicott. Celui-ci m'intriguait tout spécialement parce que en termes d'ambiance d'Halloween, d'octobre, de Toussaint, on est en plein dedans puisqu'on va y suivre l'histoire de Miss Lombard, une jeune préceptrice française qui va débarquer à Winnicott Hall, un manoir en pleine rénovation dans le Sussex, pour devenir la préceptrice de George, l'enfant aveugle de la famille. Et il se passe des choses un peu étranges dans ce manoir. Le petit garçon entend des planchers qui craquent, il y a des meubles qui se déplacent pendant la nuit, il y a une fenêtre en trop sur la façade qui visiblement ne correspondrait à rien à l'intérieur du manoir. Bref, plein de petits éléments dont on ignore si elles sont le fruit de l'imagination trop fertile et de quiproquos entre les différents membres de la maisonnée ou si quelque chose de plus sombre se cache entre les planches du parquet ou derrière les murs et les tentures et les rideaux. Et je me régale parce que je trouve que c'est un très bon mélange entre un récit d'ambiance, un peu de genre avec ses apparitions fantomatiques, ses événements inexpliqués et le quotidien plus terre à terre de tous les habitants de Winnicott Hall qui peut s'avérer parfois très savoureux. Hier, quand je me dirigeais vers le cimetière du Père-Lachaise, j'ai écouté une scène qui était ubuesque, qui impliquait une tisane. Je ne vous en dirai pas plus, mais je riais. Peut-être pas à gorge déployée, mais en tout cas j'ai pouffé à très haute voix sur le trottoir pendant mon trajet parce que j'ai trouvé ça très très rigolo. Donc c'est un peu un mix entre Downton Abbey pour le côté ambiance vieille famille traditionnelle qui vit avec ses domestiques dans un manoir en pleine Cambrousse et l'aspect plus Halloween et sombre. Les deux se marient très bien. Je passe un excellent moment. Et sinon en papier, mais mon exemplaire est déjà rangé dans mon sac, j'ai un peu la flemme de le ressortir, je continue mon voyage aux côtés d'Idriss et de Samba, un père et son fils qui vont débarquer dans un petit village de montagne après avoir quitté le Burkina Faso et qui ne sont pas forcément accueillis à bras ouverts et qui doivent se faire à ce nouveau quotidien avec toute la bonne volonté qui est la leur, mais cet aspect très rugueux que peut prendre les petites bourgades où tout le monde se connaît, où les traditions et les habitudes ont la vie dure. Et j'aime beaucoup pour l'instant ce que je suis en train de lire, j'aime énormément ce duo. J'ai toujours de toute façon une tendresse toute particulière pour les duos père, fils, mère, enfant ou même intergénérationnels qui ont été liés plus fort que d'autres duos par les turpitudes de l'existence et je sais d'ores et déjà qu'il se retrouvera dans ma liste de recommandations de lecture hivernale parce que là on est vraiment dans le thème, dans l'ambiance, dans ce village de montagne un peu coupé du monde avec beaucoup de neige et je me régale. La plume est en plus très jolie sans en faire trop.
Vraiment, c'est un beau moment de lecture. Je vous en reparlerai au fur et à mesure parce qu'avec le rythme effréné de ces derniers jours, clairement l'audio est favorisé parce que c'est plus facile dans mes déplacements, dans les transports, que de dégainer mon bouquin avec mes énormes sacs à dos dans tous les sens. Mais j'ai bien l'intention de le continuer quand même, donc affaire à suivre. Et c'est sur ces bonnes paroles que je m'en vais retourner vaquer à mes occupations. Je vous embarque bien sûr avec moi dans la suite de mes aventures et je vous fais plein de bisous. A plus tard. Miscommunication, silence in between. One more awkward conversation where we don't say what we mean. We've been distant, waiting on the ice to break. Can we fix this if we get out of our own way? Can't call you up when it's late at night. Can't call it love, but at least we tried. Can't call you a friend when I'm in my head on a downhill dive. Can't call you cruel for changing your mind. I still can't call it a waste of time. I don't know what to call you if I can't call you mine. Can't call you up when it's late at night. Can't call it love, but at least we try. Can't call you a friend when I'm in my head on a downhill dive. Can't call you cruel for changing your mind. I still can't call it a waste of time. I don't know what to call you if I can't call you mine. Hey, vous vous souvenez de moi? Il était plus que temps que je vous récupère puisqu'on est le lundi 14 octobre, il est midi et je n'ai pas eu ni le courage, ni le temps, ni l'énergie de vous récupérer avant maintenant pour clore gentiment ce vlog parce qu'à mon retour, les microbes, la fatigue, tout m'a rattrapé en un cocktail détonnant, j'étais complètement à plat. Mon mari n'était pas d'une grande vaillance non plus, mais vous le savez, pas de repos pour les braves quand on a un enfant en bas âge à la maison. Hier, on s'est traîné comme deux pauvres carcasses avec Mia à la fête de la châtaigne à Colobrières, qui est une fête, une foire, une manifestation organisée autour du patrimoine de ce coin du Var qui est vraiment dans les terres. Et je vous le donne en mille, ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de châtaigniers dans le secteur. Et sur 3 dimanches durant le mois d'octobre, c'est l'occasion d'aller acheter plein de produits locaux autour de la châtaigne. Du miel, du pain d'épices, des compotes, des confitures. Et vous avez même des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la châtaigne. En témoigne ce très mignon petit lapin en crochet que je me suis procuré sur place avec son accoutrement de grenouille. Autant vous dire que quand Mia l'a vu, ses yeux se sont écarquillés et qu'elle prend un grand plaisir à venir lui faire des bisous parce qu'il est dans ma bibliothèque, mais je l'ai mis à son niveau pour qu'elle puisse le prendre, le saluer, parce que passion lapin un jour, passion lapin toujours. Deuxième achat effectué sur place qui n'a strictement rien de local. J'ai refait des stocks de mon thé noir d'automne
sonne chouchou, c'est signé Maison Bourgeon et c'est aromatisé au marron chaud et au caramel. Donc mine de rien, on reste dans le thème et surtout, moi je prends mon pied. Je passe sur le demi-kilo de pain d'épices qu'on achète à chaque fois qu'on s'y rend et je pense que les achats auraient pu être encore plus catastrophiques. Non, on a pris aussi du fromage et de la charcuterie, que vous dis-je, mais je pense qu'on aurait pu faire encore pire si on avait eu le cœur à s'attarder. Mais cette année, j'avoue que la foule nous a vachement refroidi. On a déjà fait 25 minutes de queue pour rentrer dans le village parce qu'il y avait des fouilles corporelles, ce qui est tout à fait normal dans le cadre du plan Vigipirate. Mais mine de rien, c'est un peu compliqué. En plus, moi j'étais bien trop chaudement vêtue pour l'occasion, donc j'étais en train de suer à grosses gouttes sous mon pull. Et puis alors après, c'est comme faire un marché de Noël à Strasbourg en plein pic de fréquentation, c'est-à-dire que vous avez à peine la possibilité de circuler dans les allées, on profite de rien et on a fini par prendre nos clics et nos claques et à partir au bout d'une heure. Sinon, pour revenir très rapidement sur la fin de mon séjour parisien, je sais que vous avez eu pas mal d'images, donc je ne vais pas m'appesantir sur le déroulé. Sachez juste que j'en ai pris plein les mirettes, j'ai passé de très bons moments en famille, avec mes amis, des rencontres pro passionnantes et surtout infiniment stimulantes qui ouvrent des perspectives, des envies, des projets pour 2025 et plus, donc c'est assez cool. Et puis qui dit petit séjour chez Gibert avec Chloé dit évidemment craquage, et là pour le coup elle n'a rien acheté et moi j'ai beaucoup trop ramené de trucs. Je vous montre ça. Tadam! Voici donc l'étendue des dégâts avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Ce qui fait monter ma pile à lire à peu près 240 titres. C'est un scandale. La situation m'a complètement échappé. On commence avec deux novellas qui devraient être lues rapidement puisque ce sont deux titres qui sont issus de la collection 1 heure lumière signée par les éditions du Bélial. Le premier s'appelle Rossignol, écrit par Audrey Plenay et inscrit en lettres de feu sur ma wishlist depuis mon passage à la librairie Les Voix des Chapitres à Marseille. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul que je vous remettrai quelque part parce que ça faisait partie des recommandations du libraire quand je lui demandais des livres, des récits pour une personne qui adore Becky Chambers. Et tout ce dont je me rappelle à son sujet, c'est qu'on est au cœur d'une station orbitale expérimentale qui a pour but d'être la plus inclusive et accueillante pour toutes les espèces du cosmos. Et ça, c'est définitivement une vibe Becky Chambers. Je me suis également pris Les Meurtres de Molly Southbourne, l'histoire d'une femme qui se clone involontairement à chaque fois qu'elle saigne. Et la petite subtilité, la petite nuance, le petit twist, c'est que chacun de ces clones va avoir pour seul objectif de la tuer. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre si je vous dis que j'ai très hâte de le lire? Peut-être. Les deux titres que je vous ai présentés à l'instant, ils étaient d'occasion, donc je n'allais pas me priver ni bouder mon plaisir. Et on poursuit dans mes achats de seconde main avec Le Puits de Ivan Repila qui est publié aux éditions de Noël et qui nous raconte l'histoire sordide et glauque de deux frangins qui vont tomber dans un puits et être incapables de remonter à la surface. Et si j'ai bien compris, ce huis clos ne se termine pas très bien. Et parce que décidément, mon incartade à Marseille laisse des traces, puisque là-bas j'avais découvert le travail de Marion Fayolle avec son tout petit album Les Petits. Et chez Gibert, je suis tombée sur l'un de ses romans qui m'avait déjà tapé dans l'œil en librairie avant même que je tombe sur celui-ci. Il s'agit Du Même Bois, qui est publié aux éditions Gallimard dans leur collection blanche. Et de mémoire, c'est un récit familial rural assez intéressant sur les atavismes familiaux et sur le poids que font peser les parents sur les enfants. Vous connaissez cette autrice, vous, à tout hasard? C'est vrai que je ne vous ai pas tout dit de ce jeudi passé en compagnie de Chloé, notamment que nous avons fait un petit arrêt après notre déjeuner à la librairie Un livre et une tasse de thé dans le 10e et que je suis repartie bille en tête avec le dernier Mona Chollet qui s'appelle Résister à la culpabilisation, une thématique qui me parle tout spécialement et qui va enfin me permettre de rencontrer cette fameuse essayiste. Et on va clore cette immense débâcle avec deux romans en VO. Le premier, c'est un bon vieux slasher qui s'appelle Heads Will Roll, qui nous raconte l'histoire d'une star en plein bad buzz qui va fuir les médias et les réseaux sociaux en s'inscrivant dans un genre de camp de vacances paumé dans les bois. Et tandis que tous les participants s'échangent des histoires qui font peur au coin du feu, il se pourrait que la réalité soit fermement décidée à rattraper la fiction. Définitivement ma lecture pour Halloween, ça. Et enfin, achat coup de cœur, très intuitif, presque impulsif, il s'agit de The Last Gifts of the Universe qui m'a bombardé d'ondes, encore une fois, à la Becky Chambers, avec un récit de science-fiction qui se concentre sur une équipe qui est chargée de récupérer des vestiges de civilisations tout juste éteintes et leurs errances à travers le cosmos se font en plus en compagnie de leur chat.
Et j'avais oublié, mais le 10 chats s'appelle Pumpkin. C'est beaucoup trop chou et de saison. Et même si c'est de la science-fiction, genre que je n'ai encore jamais lu en langue originale, ce qui me rend un petit peu nerveuse, c'est écrit de façon très aérée, c'est relativement court et je me donne pour objectif, je vous le dis solennellement aujourd'hui, de le lire avant la fin de l'année. Histoire de ne pas se quitter sur cette montagne de livres non lus, je me permets de vous glisser quelques mots puisque je viens tout juste de terminer À l'ombre de Winnicott. Épilogue et dénouement qui m'ont fait verser quelques larmichettes dans ma douche puisque j'étais armée de mes AirPods pendant que je faisais ma toilette et il se pourrait que l'émotion m'ait submergée, m'ait gagnée et je vous confirme que je veux absolument me procurer ce roman en version papier pour en garder une trace, une copie et un souvenir dans ma bibliothèque parce que je me suis régalée de ce Downton Abbey à la sauce gothique où on ne sait jamais vraiment si on est complètement dans le fantastique ou dans une manifestation de folie délirante collective. Je me suis véritablement régalée, j'ai trouvé ça bizarrement, étrangement réconfortant et émouvant et solaire. J'ai adoré voir les liens se tisser entre George et sa préceptrice Viviane. J'ai aimé la relation entre Archie et Lucille, sa femme, qui en dépit de leurs origines aristocratiques et leurs différentes façons de concevoir le monde, arrivent à se rejoindre ou en tout cas à nouer un amour qui les porte, qui les guide et qui influence toute la maisonnée. J'ai aimé la facétie de Pearl et Ruby, les deux sœurs domestiques, et que dire de Mrs. Poole, la cuisinière, qui est sourde comme un pot et qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'a aucun filtre. Cette bande de guélurons va rester très longtemps dans mon cœur. Et comme je pense que le vlog est suffisamment long comme ça, je vous propose qu'on se quitte sur ces bonnes paroles. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout mais que vous ne savez pas quoi commenter, je vous invite à laisser un emoji micro et je vous expliquerai pourquoi dans le prochain vlog. Bien entendu, si je vous manque d'ici là et que vous avez envie de voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Patreon où vous attend un book club, des lives, des vidéos, des podcasts et des recommandations exclusives. Et comme toujours, une énorme bise et un immense merci à tous les pradouillets et pradouillettes qui me suivent déjà là-bas. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! This is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one.